c'est l'énergie d'une particule. Elle varie par saut, de façon discontinue. Et au niveau des atomes, il y a des couches électroniques différentes correspondant à ces niveaux d'énergie. Le mot quantique vient du latin quantum, au pluriel quanta. Peut-être que vous avez entendu parler de la théorie des quanta, due à Max Planck. Hein, donc, quantum en latin, ça veut dire combien. Voilà. Combien, parce que c'est quantifié. Voilà, c'est quantité. On trouve la quantité. Donc, ce qui est caractéristique, c'est qu'au niveau microscopique, les grandeurs que nous connaissons et d'autres grandeurs que nous ne connaissions pas, comme le spin par exemple, ou ce qu'on appelle la couleur, ou le chat, hein, il y a des noms bizarres, elles varient de façon discontinue. Projet usuel ou industriel. Alors, j'y vais en résumant, évidemment, excusez-moi, industrie nucléaire, vous avez entendu parler forcément, microscope électronique, laser, okay. Objet quotidien, transistor, diode électronique, composants miniaturisés des appareils électroniques, montre à quartz, carte de crédit. Je continue. Informatique, alors bien sûr c'est très vaste, mais je vais juste dire, les ordinateurs marchent avec ce qu'on appelle les semi-conducteurs, des corps qui sont des semi-conducteurs. Dans l'informatique, on les calculettes, les caisses de supermarché, et évidemment Internet, que vous connaissez vraiment dans le grand public depuis, on va dire, début des années 2000. Hein. Mais nous, on le connaissait dans les universités un peu avant, en se servant de différents systèmes pour que ça marche. Mais c'est venu de là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les platines laser pour les DVD, pour les CD. En médecine, vous avez peut-être vu des images par RMN, résonance magnétique nucléaire. Et puis, en navigation, aussi bien des bateaux que nous-mêmes, le GPS, très utile quand on est en voiture, ou qu'on est dans la montagne, c'est pas le cas, ou ailleurs. Et également la navigation aéronautique assistée par ordinateur. Là, je dis qu'une petite partie, mais en fait, ça envahit notre vie quotidienne. Et voilà. Ce qui correspond à ce qu'on appelait la première révolution quantique. En gros, il y a deux âges. Je résume violemment. Il y a avant l'intrication et après l'intrication. Alors, l'intrication, je vais en dire un mot après pour finir. Phénomène conjecturé par Einstein, conjecturé de façon, comment dirais-je, un peu perverse, mais c'est normal, parce qu'il ne croyait pas trop aux côtés probabilistes de la mécanique quantique. Et il s'est dit, je vais imaginer quelque chose qui va leur montrer qu'ils se sont gourés. De là est né le paradoxe EPR, Einstein, Podolsky-Rosen, il y a deux autres personnes qui ont travaillé avec lui. Voilà. Et en fait, il a mis en évidence un concept qu'on appelle l'intrication, mais que personne ne pouvait vérifier, d'une part, et qui a mis 50 ans à être vérifié par un Français, 51 ans exactement, parce que c'est en 1931, c'était émis ce paradoxe, et ça a été vérifié en 1982 par Alain Aspect et des collègues, enfin, c'est lui qui a dirigé, à Orsay. Donc ça a été vérifié, ça a mis 50 ans, un demi-siècle, pour être vérifié expérimentalement. Ce qui n'a pas empêché, je me souviens très bien de cette époque-là, j'avais aussi vu le papier dans Le Monde, en 82, les gens ont dit oui, c'est bien joli, mais bon, ils ont considéré que c'était intéressant, mais que c'était encore un peu philosophique. C'est seulement depuis, on va dire, une trentaine d'années, et particulièrement les 15 dernières années, que c'est utilisé pour les travaux qui, justement, le grand débouché, c'est l'informatique quantique, la cryptographie quantique, c'est la transmission de l'écriture secrète, militaire, boursière ou autre, à distance, mais via la physique quantique, parce que c'est intéressant dans la mesure où on peut montrer que c'est inviolable. Voilà, il y a des débouchés. Alors, pour être très concret, la cryptographie quantique est conçue, exploitée industriellement, pas de façon intercontinentale, mais de façon, on va dire, sur quelques dizaines, centaines de kilomètres. Mais ça permet d'avoir une sécurité absolue. Mais ce n'est pas intercontinental parce qu'on a un petit problème de relais de l'information, parce qu'on transmet par des fibres optiques, et à partir d'un certain moment, l'information risque de se perdre. Donc il faut trouver des relais physiques. Donc c'est une question de physique qui sera résolue. Donc c'est très avancé. En revanche, l'ordinateur quantique, je fais partie des gens qui cherchent les algorithmes, on est beaucoup, et ils existent. Il y a plein d'algorithmes quantiques qui existent. On n'a pas l'instrument, mais on sait que l'algorithme qu'on a trouvé, il est très bon, mais bon, évidemment, il faudrait l'instrument pour pouvoir le faire tourner. Donc on a fait, comment dirais-je, tout le développement avant de construire la machine. Alors la machine existe en exemplaire réduit, elle pose des problèmes, c'est parce que, en fait, je vais y arriver, cette intrication, je pense qu'il vaut mieux que je fasse ça là.
Donc je précipite un petit peu ma partie 3 où je parlais un peu plus des probabilités, etc. Mais j'en ai dit un petit mot. Si vous voulez qu'on y revienne tout à l'heure par rapport à ce qu'on perçoit du monde quantique, je le ferai. Mais je vous dis un mot de l'intrication, parce que c'est vraiment ça le but du jeu, c'est vous mettre au courant de ceci. Donc, je vais vous en dire un mot. Voilà. Donc je résume finalement, mais on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. L'idée qu'il a eue, il s'est dit, je vais prendre deux systèmes quantiques, ça peut être deux particules, mais ça peut être compliqué, ça peut être deux ensembles de particules si vous voulez. Ils sont d'abord séparés. Et il a eu l'idée folle, je dirais même l'intuition folle, qui était juste, complètement folle à l'époque. Il s'est dit, si je les réunis, alors quand je dis les réunir, c'est par des techniques évidemment, là il n'y a pas les techniques, mais il a imaginé qu'on puisse les réunir dans certains cas, et il s'est dit, et si on repérait qu'une fois qu'ils sont réunis, avant ils étaient séparés, ils étaient différents, ils avaient par les mêmes grandeurs, je les réunis, et si par hasard ils avaient un comportement identique, c'est une question complètement saugrenue, à l'époque ça paraît saugrenu. Là-dessus, il a fait un raisonnement un peu mathématique que je ne développe pas ici, et la réponse c'est que si ces systèmes qui étaient différents, une fois réunis, techniquement, de cette façon, donnaient des comportements identiques, on appelle ça des systèmes intriqués, voilà, le mot intriqué, intriqué, autre. Ça entraînait, il l'a montré, ce qu'on appelle une interaction, donc ça vous comprenez le mot, instantanée, quelle que soit la distance. Quand on réfléchit à ça, interaction instantanée, c'est tout de suite, et quelle que soit la distance, que ce soit quelques millimètres, quelques kilomètres, quelques millions de kilomètres, et là, avec ça, il montrait qu'avec les quantiques violent la fameuse règle de la vitesse de la lumière, qui est la limite de propagation de l'information. C'est-à-dire, en théorie de la relativité, la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Pour parler longtemps, enfin, il y a tout un travail mathématique là-dessus, et c'est la borne supérieure de transmission de l'information, pour ce qu'on connaît dans le monde d'aujourd'hui. Bien que les gens évoquent autre chose, des particules qui dépasseraient, qu'on appelle les tachyons, actuellement, pour l'instant, c'est une règle absolue. On verra peut-être dans 100 ans, j'en sais rien, mais c'est bon. Et donc là, en tout cas à l'époque, c'était une règle absolue. Et évidemment, si donc, son expérience de pensée, qu'il a détaillée, fonctionnait, il montrait que la mécanique quantique avait une faille, puisqu'elle violait cette règle de transmission d'information. Voilà, elle a d'expérience et montre que ce qu'avait dit Einstein, l'intrication, que deux systèmes différents, réunis dans des conditions techniques particulières, tout d'un coup se mettent à devenir des jumeaux. Prenons un exemple très simple qu'on peut réaliser. On prend deux photons, deux grains de lumière. Alors, j'aime pas trop le mot grain parce que je vous ai dit que les particules, pour moi, c'est pas vraiment des boules de billard, mais ça fait rien. Deux photons qui ont des probabilités différentes. Par exemple, il peut avoir une polarisation différente. Donc, comme en photo, la polarisation, ou ce qu'on appelle des spins. En fait, il y a un effet de toupie. Enfin, c'est pas exactement ça, parce que c'est un terme quantique qui n'a pas de sens réel, mais on peut penser à ça. C'est un peu, tout spin en anglais, ça veut dire tourner. Et on s'aperçoit que, en fait, si on les intrigue, ça on sait le faire, ils deviennent jumeaux. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, avant ils étaient discernables, il y avait le photon A et le photon B. Puis après, ils sont pareils. Si on touche à une grandeur du photon B, le photon A est pareil. Ils deviennent indiscernables. Ils étaient discernables avec des probabilités différentes, ils deviennent indiscernables avec des probabilités identiques. Oui. Deux systèmes, on va dire deux particules si vous voulez, deux photons, d'accord? Pour simplifier, deux photons, on les réunit dans certaines conditions. Ils étaient différents, ils avaient des probabilités différentes, aussi bien usuelles comme la polarisation que quantique comme le spin. Et ils sont réunis et après, si vous voulez, et ils peuvent être à distance très grande. Oui, c'est ce passage-là que je comprends, parce que si on les réunit, comment après ils sont à une nouvelle distance? Enfin, quelque part dans ma tête, du coup, la façon dont vous le décrivez, oui. C'est comme si on les réunissait physiquement au même endroit, et après on les non, mais on les réunit, ok, c'est ma faute. On les fait communiquer, par exemple, pour être ça, c'est pas exactement ça, mais on les fait communiquer par une fibre optique. Si vous voulez. Excusez-moi, vous avez raison, merci. Ils sont réunis, ils sont connectés. Pardon, c'est connecté, j'aurais dû dire. Merci, effectivement. C'est ça qui se passe. Et après, et lorsqu'il y a, comment dirais-je, il se produit donc un phénomène très curieux de...
on a affaire à un système qui devient, comment dirais-je, inséparable. Voilà, c'est très, très bizarre. C'est extrêmement bizarre. Et pour vous donner un scoop, c'est tout récent, ça date d'il y a d'un mois, dans 2 grandes universités américaines, dont le MIT, le fameux MIT. Donc j'ai lu l'article récemment. Ils ont créé un nouvel état de la matière, qui n'est pas encore complètement expliqué, mais qui est mesuré. Les photons, je vais rester simple, hein, mais les photons, particules de lumière, si vous voulez, normalement n'ont pas de masse. D'accord, on peut le montrer. Beaucoup de particules ont une masse, mais les photons n'en ont pas. Il se trouve qu'avec ce nouvel état, qui est obtenu par intrication, on est arrivé à faire des molécules de 2 photons qui maintenant ont une masse. Et ces molécules, on les assemble, elles forment une sorte de gerbe, et l'effet qu'on peut constater, c'est analogue au fameux sabre laser de Star Wars. C'est stupéfiant. Hein, dans l'article que j'ai lu, effectivement, alors on peut expliquer, en fait ça fait appel à un mécanisme qu'on appelle l'atome de Rydberg. Bon, enfin, on peut expliquer ça, mais c'est un nouvel état de la matière qui a été obtenu et qui montre que finalement on croyait connaître les particules, mais je ne suis pas sûr qu'on les connaisse vraiment. Oui, non, c'est évidemment. Il avait fait une expérience, il avait reproduit la même expérience qu'Alain Aspect, mais à une échelle plus longue. Et la première fois, c'était 750 mètres, quelque chose comme ça. Il a développé à l'ordre de 8 km, et puis ensuite, ça a débordé à une distance d'environ 15 ou 20 km. Et dans cette première communication, il avait parlé d'une communication entre les 2 photons par un agent absolument inconnu, mystérieux. C'est pas ça qui est intéressant, mais c'est que cette communication-là se déplaçait à 4 ordres de grandeur de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, un ordre de grandeur, c'est 10 fois. Ça, c'est un ordre de grandeur humain. 10. Ça veut dire que... Excuse-moi, est-ce qu'il a décrit dans un rapport ou dans une communication ce que tu dis là, pour qu'on puisse le voir? Oui, probablement, mais bon, je n'ai pas retrouvé la trace. D'accord. Mais je dirai peut-être pourquoi après. Parce que on arrive en fait sur un terrain qui est un petit peu visqueux, ou glissant, ou sulfureux, je ne sais pas. Donc, il avait commencé par dire, en faisant les mesures, que le signal qui se déplaçait d'un photon à l'autre allait donc 40 000 fois plus vite que la lumière. Et il me semble s'être rétracté, parce que dans ses communications suivantes, et dans son livre qui est sorti l'an dernier, ça s'appelle L'impensable hasard. Ah oui, effectivement. Il dit que, en fait, il abandonne ce déplacement d'informations, de je ne sais pas quoi, entre les 2 particules. Il dit que maintenant, on ne pense plus à ça, il faut considérer les particules comme un tout, un seul élément, même si elles sont à 3 années-lumière l'une de l'autre. Et ça pose des questions encore plus dingues, parce que ça veut dire que, en repoussant le raisonnement, ça veut dire qu'en fait, une particule du Big Bang, enfin néo-Big Bang, donc à 13 milliards d'années-lumière de nous, en fait, c'est la même chose que nous, quelque part. Et donc, on arrive à un vertige logique qui me semble totalement... qui frise l'irrationnel, quoi. Non, c'est pas l'irrationnel, non. On se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une notion d'inséparabilité qui apparaît, qui a été mise en évidence avec l'intrication, à travers ce que tu dis aussi. Donc, ça nous pose des questions. Effectivement, on a tendance toujours, anthropomorphiquement,
à vouloir isoler, à séparer. Mais il se trouve qu'il y a des parties de l'univers, au niveau physique en tout cas, hein, après on peut faire ça au niveau psychologique, tout ce qu'on veut, il y a d'autres points de vue. Mais au niveau physique, on croyait que les choses éloignées étaient séparées, ben non. En tout cas au niveau quantique, non. Ça, c'est sûr. Écrit, mais c'est tout à fait normal. Et je suis très content de vos questions. Merci à tous, en tout cas, et tout. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est particulièrement, au jour d'aujourd'hui, c'est l'ordinateur quantique. Donc concevoir des algorithmes quantiques, mais en même temps comprendre ce rapport subtil avec la physique quantique. Sachant que le nerf de la guerre, c'est cette fameuse intrication très bizarre, Jean-Paul a parlé, je vous ai parlé un petit peu, qui est un concept qui est mesuré, il existe. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, hein? On a vraiment une interaction fondamentale entre la physique et la philosophie ici. Il faut y passer du temps, pas trop, il faut trouver une juste mesure. Ceux qui veulent calculer pour les applications, il faut qu'ils le fassent, mais ça n'empêche pas de réfléchir, il faut absolument le faire. L'ordinateur quantique, lui, il est basé sur l'intrication, non pas de 2 qubits, on appelle ça des qubits, des quantum bits, des bits quantiques, mais pour que ça marche, il faudrait qu'il y en ait plusieurs centaines. Ça veut dire qu'il faudrait intriquer, réunir, assembler, faire coexister les qubits. Les qubits, ça, c'est quelque chose qui vaut 0 ou 1 en classique, ou la polarisation. Ça peut être un électron avec son spin, ça peut être ce que vous voulez. Après, c'est pour les particules, si vous voulez. Imaginez des particules, mais il faut les garder ensemble. Les garder ensemble cohérentes. Et le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on arrive à faire coexister des qubits, on va dire une dizaine, ouais, c'est cet ordre-là. Donc on est arrivé à faire des calculs avec ça, des calculs simples. On a des mini-ordinateurs quantiques qui fonctionnent, mais évidemment, ça fait juste quelques petites choses. Pour que ça marche vraiment, que ce soit extraordinaire comme on l'a prédit, on sait pourquoi. Hein, parce que ça va à une vitesse qui est, on va dire, 2 puissance n fois plus rapide que l'ordinateur court. Alors évidemment, ça fait des problèmes qui devraient se résoudre en 1 an, on les fera en quelques secondes, des choses comme ça. Évidemment, c'est prodigieux. Mais pour ça, il faudrait qu'on arrive à assembler, à intriquer plusieurs centaines de qubits. On ne sait pas encore le faire, et c'est une question de physique pure. Hein. Mathématiquement, on sait faire beaucoup de choses là-dessus. Voilà. Pourquoi? Parce que, par exemple, un des grands problèmes que vous vivez souvent, c'est le problème de la sécurité des données. Les cartes bleues, les codes, c'est vraiment casse-pied de savoir qu'il y a des gens qui cherchent à s'occuper de ça. Et là-dessus, il se trouve que ce qui a déclenché, là je suis très concret hein, par rapport à tout ce que j'ai pu dire, ce qui a déclenché le succès de l'intrication et de l'informatique quantique, c'est l'algorithme qui a été inventé par Shor, S-H-O-R, en 1994. Il a montré que si on avait, on l'a pas, mais si on avait un ordinateur quantique, il permettrait de décrypter un code en un temps extraordinairement rapide. Donc les gens qui croyaient, on appelle ça RSA, c'est Rives Shamir Adelman, c'est le système de sécurité qui régit vos cartes bleues, etc. Les gens qui croyaient que les secrets militaires, les secrets bancaires, etc. étaient bien gardés, sauf que de temps en temps par hasard quelqu'un aurait pu trouver, eh ben non. Là, s'il y avait l'ordinateur quantique, il résout ça presque instantanément. Sur des aspects techniques. Juste pour un des marchés, c'est pas une question philosophique, c'est une question pragmatique. Vas-y, d'accord. Si les grands acteurs, en fait, des Silicio, je pense à Intel ou ST Micro, je m'en fait d'accord, investissent massivement, on regarde ça de loin pour l'instant. Alors, je te réponds. Je suis au courant, parce que je fais de la veille technologique exprès, parce que je me méfie beaucoup dans tous ces domaines-là, il y a des escrocs. Dans tous les domaines, je vous le dis, y compris les scientifiques. Il y a des gens qui ont une apparence très bien, qui disent des tas de choses, ils veulent surtout avoir beaucoup d'argent, je crois. Mais il faut faire attention. Non, il se trouve que j'ai regardé vraiment très objectivement ce qui se passait dans le monde pour les ordinateurs quantiques. Pour l'instant, je suis prêt à changer mon point de vue. Actuellement, les meilleurs, pour moi, c'est Innsbruck, c'est en Autriche, et donc ils ont peut-être des machines, mais c'est quelques, moi j'ai dit peut-être 12 qubits, je ne sais plus, hein, c'est de cet ordre-là. Donc ça reste limité. Ils sont très en pointe. Il y a une firme américaine qui annonce des trucs extraordinaires, qui annonce qu'elle sait faire des ordinateurs quantiques avec, mettons, 100 qubits, je dis ça comme ça, mais à peu près. C'est controversé hein, pour l'instant, parce que vous voyez, c'est un domaine un peu secret, on a accès à une partie de l'information, il y a des gens qui disent que, mais ils disent, ah ben non, top secret, c'est secret industriel, il faut savoir. En tout cas, je crois que le jour où vraiment ça marchera,
on saura tôt ou tard, ça on le recoupera. Mais pour répondre à votre question, c'est bien sûr que si, les industriels regardent ça très bien, ils ont compris que c'est très important, il y a d'énormes crédits qui sont en jeu, je pense qu'il se cache beaucoup de choses. Vous savez, bon, il se trouve que j'ai enseigné la cryptographie quantique pendant 4-5 ans, et puis j'avais un collègue qui était spécialiste de cryptographie générale. Je m'étais aperçu qu'effectivement c'est un domaine où il y a des tests qui se font sous le sceau du secret, parce qu'on ne peut pas tout dire, c'est une guerre, une guerre entre guillemets, entre les États. Mais la réponse, c'est oui, ils cherchent, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, il n'y a aucun problème là-dessus, il n'y a aucune hésitation. Oui, approcher sans trop de précaution, ben non, on en prend, mais quand même, c'est très vite. Très vite, ce monde quantique avec ce qui se passe, cette finesse incroyable, si on touche à peine, il revient à ce qu'on appelle l'état macroscopique. Il revient au monde normal, enfin le monde humain. En fait. Le monde humain, ce qui se passe à la surface de ça c'est le monde humain. Et à l'intérieur, il y a plein d'électrons, plein de choses qui bougent. Bon, c'est assez bizarre. Je ne sais pas si vous réalisez que vous n'êtes pas désintégré là, vous êtes humain, vous tenez. Mais quand on regarde le monde quantique, c'est stupéfiant, on regarde très près, on dit mais c'est pas possible. Ça bouge, ça éclate, ça change tout le temps, et nous on est là et on est stable. Enfin, à peu près. Voilà. Et donc, justement, stabilité, décohérence. Un système quantique, la moindre petite perturbation, perte d'énergie, un petit chouïa de rien, et il se déstabilise. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il redevient normal, il redevient classique. Donc, c'est plus intéressant pour nous. Le classique, on connaît bien. Ce qui nous intéresse, c'est le quantique. Et bien, l'ordinateur quantique, justement, pour qu'il fonctionne, imaginons quand on est des ordinateurs qui fonctionnent. Ok. Par exemple, pour les vendre dans le commerce, aux gens, si c'est accessible financièrement. Bien gentil, mais imagine que je te donne un ordinateur quantique. Alors actuellement, il fonctionne, on va dire, à des températures voisines du zéro absolu, c'est-à-dire presque moins 273 degrés Celsius. C'est vraiment très froid. Bon, déjà, alors il faut déjà assurer ça, et puis après, les gens, évidemment, on leur mettrait ça en main, on est quasiment certain qu'au bout de quelques secondes, ça ne marcherait même plus. Donc ça pose d'énormes problèmes. Même pour les chercheurs, ça sera... Donc dans les labos comme à l'école supérieure où il y a un prix Nobel, on Serge Haroche, ils ont des trucs très précis, avec un protocole, c'est normal. Voilà, donc en fait, le problème, donc, le jour où il y aura cette machine qui sortira, ça va complètement révolutionner tout. C'est clair et net. Quand ce sera, c'est dur à prédire, parce que l'histoire de la science montre que des fois on croit que ça va être dans longtemps, ou jamais, et puis ça arrive tout d'un coup. Puis des fois ça va être très longtemps, ça dépend, on ne peut pas dire. Mais, donc, il y a des gens qui se sont dit, qu'est-ce qui nous gêne, c'est la décohérence. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, mathématiquement, parce qu'il y a des moyens peut-être de la réduire. Alors en séparant différents éléments, en les isolant, et puis en faisant agir dessus, ce qu'on appelle une correction d'erreur. C'est très mathématique, mais on peut arriver à réduire une partie. Mais je ne peux pas dire qu'on contrôle actuellement. Il y a des progrès dans ce domaine.